Bonjour, je vous propose de commencer cette leçon numéro 5. Je me suis permis unilatéralement de déléter en fait un élément du titre. Le titre initial était Arbovirose et grippe, l'éternel retour. J'ai délété les arboviroses pour deux raisons. La première, c'est que je trouvais que l'éternel retour s'adaptait beaucoup mieux à la grippe. Et puis surtout, on a eu beaucoup sur les arboviroses lors de la dernière leçon, à la fois dans ma présentation et puis surtout dans la présentation d'Annabella Fayou. Donc j'ai pensé que ce serait beaucoup mieux d'essayer de disséquer un petit peu plus en détail les processus d'émergence de la grippe, de manière à, au fond, vous en tiriez peut-être un petit peu plus d'informations et surtout le modèle est sans doute un des plus aboutis, je dirais, en compréhension des processus. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis permis cette petite coupure dans le thème de la présentation d'aujourd'hui. Donc ça, ce sera la leçon, et puis ensuite, bien entendu, il y aura le séminaire, comme on fait d'habituellement. Donc le séminaire, cette fois-ci, sera donné par le professeur Odile Launay, que je vous présenterai tout à l'heure. Le thème est sur les vaccins, mais les vaccins pris sous l'angle de la réaction, si possible, et du développement devant des infections émergentes, puisque le thème de cette année est essentiellement sur finalement les mécanismes, les concepts en matière d'émergence et les approches pour, au fond, y répondre. Donc voilà ce que je voulais vous dire très rapidement en introduction. Donc la grippe est bien entendu un thème à la mode en ce moment. Je vous promets qu'on ne parlera pas de personnel hospitalier mal vacciné, d'EHPAD et ainsi de suite. On va parler des mécanismes d'émergence de la grippe. Ça nous fera un petit peu de vacances par rapport aux orages médiatiques. Donc grippe, l'éternel retour, je pense que le titre est tout à fait transparent dans la mesure où la grippe survient bien entendu chaque année, ce qu'on appelle la grippe saisonnière, et que ce soit d'ailleurs dans les latitudes nord comme dans les latitudes sud. Mais vous savez aussi qu'il y a, ponctuant cette finalement succession d'événements annuels, on voit apparaître, pas tous les 10 ans, en tout cas parfois il y a des petites coupures bien entendu, mais on a vu apparaître au cours du XXe siècle en fait, et au début du XXIe siècle, un certain nombre de pandémies qui sont bien entendu une ambiance tout à fait différente à la fois dans l'étendue, dans la rapidité et dans la gravité du processus. Et on essaiera justement dans cette leçon de comprendre les mécanismes en fait, qui président cette grippe saisonnière et ceux qui programment et finalement entraînent le développement de ces grandes pandémies, dont la plus illustre, bien entendu, est la grippe espagnole de 1918, et dont la plus discutée est la pandémie de grippe dite porcine H1N1 de 2009-2010. Et j'essaierai de revenir sur ces éléments-là de façon à faire comprendre, si possible, encore une fois, les mécanismes sous-jacents. Alors, dans la grippe, il y a quand même un certain nombre de choses qui restent, donc je me suis permis j'avais envie de le caser quelque part cette année, parce que c'est ce grand philosophe américain Donald Rumsfeld qui a quand même dit une chose intéressante dans sa carrière. There are no unknowns, there are things we know. We also know there are known unknowns. That is to say, no, there are some things you do not know, but there are also unknowns. The one we don't know. Et ça, je trouve ça quand même assez extraordinaire. Et en fait, ça s'adapte assez bien à la grippe parce que c'est vrai qu'on sait des tas de choses, on sait qu'on ne sait pas tout encore, et quand on regarde les événements récents d'émergence pandémique ou d'avortement d'émergence pandémique, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses dont on ne sait pas qu'on ne les sait pas. Donc au fond, Donald Rumsfeld était un philosophe beaucoup plus pertinent qu'on veut bien nous le dire. Bon, alors la grippe, ce n'est pas bien entendu la seule infection virale respiratoire. Je vous ai mis là une liste non exhaustive des infections virales humaines. La plupart sont pour l'essentiel des infections de la prime enfance. La grippe est au fond une principale parmi toutes celles-ci qu'on voit encore une fois réapparaître chaque année et touchant bien entendu les adultes, les personnes âgées, les enfants étant touchés aussi, mais avec pour l'essentiel une symptomatologie extrêmement limitée. Alors,
cette récurrence, bien entendu, sur des populations qui sont immunisées chaque année, soit par le vaccin, soit par l'infection, s'ils subissent l'infection, signifie que le virus est capable d'échapper de façon régulière chaque année en fait, au système immunitaire, et c'est donc ça la grippe saisonnière. Donc en introduction, parce que je n'en avais pas parlé lors des présentations précédentes où on avait surtout considéré des pathogènes bactériens, très rapidement en introduction, donc les virus, vous le savez, sont des parasites intracellulaires dont les gènes en fait, permettent la replication en présence de la machinerie cellulaire. Ils sont totalement associés à la machinerie cellulaire et n'existeraient pas si la machinerie cellulaire n'exprimait pas, grâce à ces ribosomes, leurs protéines, leur système de capsides et ainsi de suite. Donc ils ont besoin de la cellule. Ils peuvent avoir un génome ARN ou un génome ADN. Certains virus ARN s'intègrent même dans le chromosome de la cellule hôte. Et ils ont besoin à ce moment-là d'une transcriptase réverse pour être transformés en ADN et pouvoir s'intégrer. Donc, c'est ce qu'on appelle les rétrovirus. Mais au fond, la plupart des virus qui sont responsables à l'heure actuelle, en tout cas d'émergence, peut-être les choses changeront un jour ou l'autre, ce sont pour l'essentiel donc des virus à ARN qui peuvent être soit ARN brun positif, soit ARN brun négatif. On va y revenir très très rapidement. Alors la question c'est au fond, si on part du principe, et c'est probablement encore beaucoup plus clair avec les virus que les bactéries, qu'avec les bactéries parfois, que ce processus de variation et d'adaptation est essentiel à la survenue de ces épidémies récurrentes, voire assez grandes pandémies. De quoi s'agit-il au fond sur le plan de la mécanistique génétique? Il s'agit essentiellement, pour en tout cas ce qui concerne la grippe saisonnière, de mutations. Les virus ARN sont susceptibles de muter fréquemment à haute fréquence pour plusieurs raisons que je vous ai listées ici. La première, c'est que l'ARN polymérase, qui leur permet de répliquer leur matériel génétique, n'est pas fidèle. C'est le terme utilisé en génétique, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup d'erreurs. Et en plus, ces virus ont un génome tellement compact qu'ils n'ont pas pu y intégrer ce qu'on appelle des systèmes de proofreading, c'est-à-dire des systèmes de contrôle de qualité qui permettent d'éliminer les acides nucléiques qui ont accumulé trop d'erreurs. Donc on se retrouve dans une situation où ces virus mutent en permanence de façon tout à fait naturelle, et ceci est encore accentué par le fait que ces virus ont des taux de réplication très rapides, un temps de génération très court, et que les populations virales atteintes sont très élevées, ce qui fait que les chances d'avoir des mutations de façon extrêmement exhaustive sur le génome de ces virus sont très très importantes. Et pour certains virus, comme le virus VIH par exemple, on arrive en quelques générations à générer, on en avait parlé avec Marc Alison en particulier, des quasi-espèces, c'est-à-dire que le virus qui émerge après un certain temps ne ressemble plus du tout au virus initial. Donc on a une espèce d'arbre phylogénique qui se forme très très rapidement, ce qui est une situation tout à fait inhabituelle dans le monde microbien, en tout cas dans le monde des bactéries tel qu'on a pu l'observer dans les leçons précédentes. Donc ce sont ces modifications génomiques qui sont la source de la diversité, mais il y a par ailleurs d'autres événements qui peuvent survenir, comme on l'a vu pour les bactéries, et en particulier des échanges génétiques. Alors, il y a de la recombinaison qui existe entre virus. Ça se fait par co-infection, bien entendu, du même hôte cellulaire. Ça existe à la fois chez les virus ARN, chez les virus ADN. On a des recombinaisons avec des gènes de la cellule hôte. Ça, ce ne sera pas l'objet aujourd'hui, car ça n'est pas impliqué, autant qu'on sache en tout cas, dans tous ces événements qui sont liés à la variation du virus de la grippe. Mais on a surtout, dans un certain nombre de situations, en particulier pour le virus de la grippe qui a un génome fragmenté, ce qu'on appelle des réassortiments, des échanges. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois ces mutations dont on a parlé, et puis à un moment ou à un autre, on a véritablement, vous verrez des exemples, des échanges de ces segments
Ce qui fait que si un segment code, par exemple, dans le cas du virus de la grippe, vous avez entendu parler de l'hémagglutinine ou de la neuraminidase, qui sont les deux grosses protéines de surface, qui sont d'ailleurs les éléments importants pour l'immunité, ces deux protéines sont codées par le même segment génétique, et donc un échange va faire que d'un seul coup, un virus X va acquérir, au fond, le manteau immunologique d'un virus Y et devenir totalement impossible à reconnaître, en tout cas chez un individu initialement non immunisé, naïf. Donc on est dans des situations un petit peu différentes de mutations qui vont peu à peu, et on va y revenir, faire modifier le génome et apporter un certain nombre de modifications, en particulier en termes d'immunogénicité des protéines de surface, et puis des changements brutaux d'échelle qui correspondent à des réassortiments. Alors, bon, il y a toujours des exceptions. Je pense que ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails, d'autant plus que ces exceptions portent surtout sur des virus à ADN. Néanmoins, pour ce qui concerne la grippe et le virus grippal, le virus influenza, ce potentiel d'émergence est assez lié au virus à ARN, mais il peut survenir aussi dans les virus à ADN. Alors, le virus influenza, qui est un orthomyxovirus, donc c'est Myxovirus influenzae, il est dessiné, reconstruit ici. Donc, vous avez sa structure de surface, en fait, avec ces structures un petit peu caricaturées ici, qui en rouge correspondent à l'hémagglutinine. Vous voyez tout de suite qu'elle a une structure globulaire, avec un globule rouge à la surface, à l'extérieur, et puis ce système d'accrochage qu'on appelle le SHARF, qui est, au fond, on va y revenir, un système qui est important dans la replication du virus, car il va permettre la fusion de la membrane cellulaire et de la membrane virale. Et puis en bleu à côté, il y a la neuraminidase, qui est importante, on y reviendra dans le clivage du virus pour son échappement de la cellule dans laquelle il s'est repliqué. Alors ça correspond aux protéines de surface qui, encore une fois, sont à l'évidence les cibles du système immunitaire parce qu'elles sont véritablement présentées directement. Mais le virus a besoin de se structurer, bien entendu, donc il a des protéines de matrice qui sont dans cette couche immédiatement en dessous de la couche lipidique, qui est en fait un reste de la membrane cellulaire dont le virus est issu, dans lequel se sont insérées l'hémagglutinine et la neuraminidase. Donc ça, c'est la protéine de matrice dite M1. Puis il y a une autre protéine de matrice M2, qui en fait est de façon très intéressante un transporteur d'ions qui permet d'équilibrer au fond la physiologie du virus et en particulier le pH interne, parce que l'ensemble des enzymes qui fonctionnent sont extrêmement sensibles au pH. Et puis on a bien entendu toute la structure interne qui correspond essentiellement à ces segments dont on a parlé, c'est-à-dire ces 8 segments que vous voyez dessinés ici, qui sont en fait de l'ARN à brin négatif, qui sont structurés par ce qu'on appelle des nucléoprotéines, MP, et auxquels vont s'associer un groupe d'enzymes qui sont en fait les polymérases du virus, et on reviendra là-dessus. Donc c'est une structure simple, bien entendu, mais là-dedans, au fond, réside un petit peu le secret de ces émergences, à la fois les mutations qui vont amener des modifications, en particulier de l'hémagglutinine et de la neuraminidase, et puis cette capacité de réassortiment en échangeant ces nucléoprotéines individuellement. Et ça va se faire, on y reviendra, dans des réservoirs, dans des systèmes réservoirs, en particulier des animaux, bien entendu, intermédiaires. Donc on a parlé de protéines de surface, la différence antigénique, on a parlé des nucléoprotéines, des protéines matricielles. Celles-ci vont définir d'ailleurs le type du virus. On parle le plus souvent du virus A. Tous ces sérotypes dont on entend parler en règle générale sont des sérotypes A, mais il y a aussi des sérotypes B qui circulent et qui font partie d'ailleurs du vaccin qui est distribué annuellement contre la grippe. Alors il y a donc ces 8 brins d'ARN négatifs. Dans donc, le type A, on a en fait
me prends toujours les pieds dans le tapis avec le nombre d'hémagglutinines, il y en a 16. En fait, il y a 15, ils sont numérotés de 1 à 15. Donc, on a les neuraminidases où il y a en fait 9 sous-groupes. Donc, tout ça va se combiner pour faire les sérotypes vaccinaux. Et toutes en fait, les combinaisons sont possibles, que ce parle de virus aviaire, on va en reparler bien entendu, et de porc ou de l'homme. Donc voilà un petit peu le tableau global du virus. Alors, pour revenir rapidement sur ce que je vous disais au début, mais qui au fond est un peu le cœur de la problématique de l'émergence dans la grippe, on a donc, comme je le disais, deux situations. La première situation, c'est ce qu'on appelle le drift, c'est le glissement antigénique. C'est-à-dire que du fait de propriétés de la polymérase dont on a parlé, le virus accumule des mutations ponctuelles dans son génome. Elles vont surtout s'exprimer par rapport au système immunitaire, encore une fois, lorsqu'elles sont au niveau de l'hémagglutinine ou de la neuraminidase, puisque ce sont les antigènes protecteurs. Ces modifications vont altérer la reconnaissance immunitaire, bien entendu. Donc, d'une année à l'autre, le virus change. Même s'il garde la même immatriculation, il y a des modifications qui font qu'il perd son immunogénicité. Et en fait, on sait très bien que la pression sélective du système immunitaire porte sur des zones qui vont muter régulièrement. Ça paraît logique, au fond, dans la coévolution et dans la survie de ces virus. Ça ne change pas néanmoins parce que ça reste des mutations ponctuelles et ça ne change pas globalement la structure et les caractères immunogéniques mais non protecteurs de ces protéines. Donc on garde généralement la même nomenclature, mais on sait qu'il faut se revacciner tous les ans si on veut véritablement être protégé contre la grippe. Donc ça, ce sont les épidémies annuelles, c'est la grippe saisonnière. Et puis comme je vous le disais, de temps à autre, après quelques décades, on a un véritable changement d'échelle avec un remplacement antigénique, c'est ce qu'on appelle le shift, et on se retrouve avec des virus réassortants, avec un vrai changement de la reconnaissance immunitaire, c'est-à-dire que là, il n'y a plus du tout de reconnaissance, l'individu est totalement naïf devant ces virus, et de ce fait, en particulier, on va observer dans ce cas-là des pandémies extrêmement sévères, dans la mesure où, encore une fois, on s'adresse à une population immunologiquement naïve. Alors, pour simplifier un petit peu la situation, le grand réservoir planétaire des virus grippaux, ce sont les oiseaux, en particulier les oiseaux sauvages, qui peuvent éventuellement le transmettre à des oiseaux domestiques. Sauf exception, mais on va voir qu'il y en a et qui peuvent être cause de pandémie, l'oiseau ne transmet pas directement à l'homme. Heureusement, sinon on serait dans le drame pandémique permanent. Ce qui se passe en règle générale, c'est qu'il y aura un animal intermédiaire, un animal réservoir, qui est essentiellement le porc. Le porc va acquérir des virus issus des oiseaux sauvages, va éventuellement acquérir des virus humains, et c'est là que vont se faire éventuellement ces réassemblages qui vont donner lieu à ces shifts brutaux et à cette possibilité de survenue de pandémie. Donc là, on est dans une situation qu'on essaiera d'expliquer un petit peu plus tard, mais je voulais juste vous préparer un petit peu à ces situations qui sont à la fois passionnantes et en même temps assez complexes. Alors, ça, c'est un travail qui a été publié il n'y a pas très longtemps qui montre en fait la diversité et la distribution chez les différents hôtes des clones viraux influenza A. Et vous voyez en fait avec des codes couleurs qui correspondent aux animaux hôtes, bleu, rouge, ça correspond à des espèces animales différentes. Vous voyez la diversité des clades qui se sont formés. Et on parle ici, au fond, d'une systématique de virus influenza absolument monstrueuse en réalité. Et on imagine bien ce que ça a représenté en fait de réarrangement, de réassortiment, d'échange, de mutations pour arriver à ce tableau qui est un petit peu effrayant, au fond, sur la richesse du monde vivant
en virus influenza, éventuellement susceptible à un moment ou un autre de nous infecter. Alors, si on revient à des aspects un petit peu plus pratiques concernant la grippe, donc le virus en particulier, on reviendra sur les formes pandémiques, mais dans la forme saisonnière, le virus est transmis de personne à personne, donc c'est véritablement une maladie infectieuse, je dirais, standard, sans avoir la nécessité à ce stade d'un réservoir animal. Elle est transmise par aérosol, ce sont des toutes petites gouttelettes qui permettent la transmission. Ces gouttelettes sont plus grosses, elles tombent et elles ne sont pas infectieuses. Et au fond, leur petite taille leur permet d'accéder aux voies respiratoires et à délivrer le virus là où il a ses bons récepteurs, dans l'appareil respiratoire supérieur et dans la trachée. Plus on descend, moins la situation est satisfaisante. Donc le début de la maladie va essentiellement se développer dans les voies aériennes supérieures. Alors on a déjà parlé de R0, du taux de reproduction du seuil épidémique. Juste pour donner des chiffres comparatifs, dans une épidémie grippe saisonnière, le R0 est de 1,5 à 2,5, c'est-à-dire qu'un individu infecté va transmettre tout au cours de sa maladie cette donc même maladie à environ deux autres individus, ce qui n'est pas énorme. Hein. On a toujours l'impression que la grippe est une infection diabolique et extrêmement contagieuse. C'est un R0 aux alentours de 2 qui va augmenter éventuellement dans ces grandes pandémies, mais pas dans des ratios extrêmement importants. Tout ça comparé à la rougeole, par exemple, le R0 de la rougeole, c'est 15. Un enfant infecté par la rougeole va le transmettre potentiellement à 15 enfants autour de lui, ça n'a rien à voir. La tuberculose, c'est 10. Donc on est dans une situation où, au fond, il y a une densité importante d'individus infectés, mais la transmission n'est pas aussi efficace et bien fait, parce que sinon les choses pourraient être un peu plus dramatiques encore. Donc ces taux de ce R0, il est pondéré par le taux de croissance, la vitesse à laquelle le nombre de cas augmente, la fraction de la population infectée, tout ça on en a déjà parlé. On ne va pas y revenir, mais c'était juste pour vous situer un petit peu le niveau de la transmissibilité. Alors, je voulais vous parler un petit peu aussi de la physiopathologie de la grippe, puisque c'est la période, autant essayer de comprendre ce qui se passe. L'infectiosité en fait, du virus grippal, la concentration de virus dans les sécrétions nasales et trachéales est très élevée pendant les premières 24 heures, dès vraiment quasiment le début des symptômes. C'est un peu d'ailleurs le problème de la grippe et le problème de l'isolement, c'est qu'on commence à émettre le virus avant même que les symptômes soient véritablement en place, ce qui fait que des individus sont transitoirement, je dirais, porteurs sains, même s'ils vont rapidement développer les symptômes, et plus difficile au fond d'isoler, d'empêcher la transmission. On a vu par exemple pour le coronavirus, c'était une situation tout à fait différente, c'est-à-dire que les individus infectés devaient être au pic de la maladie, au pic des symptômes pour commencer à devenir contagieux. Donc là, on est dans une situation qui est quand même moins favorable sur le plan éventuellement de la prévention, d'où toutes ces annonces dans les médias sur la nécessité de se laver les mains, de se moucher dans un mouchoir et ainsi de suite, de manière à éviter dans ces périodes la transmission, même si on n'est pas assommé par la fièvre et enfermé au lit chez soi. Donc, le virus influenza infecte les cellules épithéliales de l'arbre respiratoire. Les cellules meurent du fait de l'effet de la réplication virale, mais aussi du fait de l'induction d'un niveau très très élevé de production d'interférons. La motilité ciliaire de l'arbre respiratoire va être considérablement altérée, ce qui va faciliter la progression du virus, qui va descendre au fond, alors que les sécrétions muqueuses sont mal renvoyées dans l'autre sens, parce que vous savez que les cils, ça fait une espèce de tapis roulant qui marche à contresens de l'entrée d'air et donc du flux qui va amener les virus vers les bronches et les alvéoles pulmonaires. Donc on est dans un système qui est à la fois favorable à la progression de la maladie dans l'organe, dans le poumon, du fait de la destruction des cellules ciliées,
Et puis on est aussi dans une situation, on y reviendra, de facilitation considérable de la surinfection, parce que ces systèmes en fait, de clairance microbienne des voies aériennes ne fonctionnant pas, des bactéries vont pouvoir éventuellement coloniser, et la bactérie, bien entendu, la plus fréquemment en cause dans cette situation va être le pneumocoque, mais pas uniquement. La guérison va survenir en quelques jours avec une diminution de la production virale qui est très largement liée, encore une fois, à la réponse immunitaire qui va amener à la production d'interférons qui est, comme vous le savez, la molécule de destruction par excellence des virus. Alors, cette première étape de colonisation des voies aériennes, en particulier initialement des voies aériennes supérieures et puis ensuite de progression vers des profondeurs de l'arbre respiratoire et pulmonaire, elle est donc liée à la présence à la surface des cellules de récepteurs. Ce sont des glycoprotéines ou des glycolipides, c'est-à-dire des protéines ou des lipides qui sont très très lourdement glycosylés et qui ont surtout à leur extrémité un résidu qu'on appelle de l'acide sialique, c'est de l'acide N-acétylneuraminique qui est branché sur un glucose. Et donc ce sont ces motifs à l'extérieur, au fond, à la surface des cellules, portés par ces glycoprotéines et ces glycolipides qui vont servir de site de liaison de l'hémagglutinine et en particulier de ce domaine globuleux de l'hémagglutinine que vous avez déjà vu sur un des schémas précédents. Donc l'hémagglutinine, elle est ici maintenant vue sous forme vraiment de sa structure moléculaire. Vous avez donc ce domaine globulaire ici et puis cette tige qui va la lier à la membrane lipidique du virus. Il y a des zones tout à fait intéressantes, en particulier il y a bien entendu un canyon, une zone de dépression à la surface de la structure globulaire qui va permettre justement l'insertion au niveau de ce récepteur. Il y a des zones basiques avec des acides aminés basiques ici latéralement qui vont permettre de la mise en place et le maintien de cette structure complexe. Il y a un site de clivage, on reviendra sur sa fonction tout à l'heure, il est essentiel au moment de la nécessité de fusion membranaire et de passage du virus dans le cytoplasme de la cellule. Et donc, il y a différents types d'acides sialiques qui vont d'ailleurs dicter la spécificité d'espèce, ou en tout cas une partie de la spécificité d'espèce du virus. L'épithélium respiratoire aviaire, par exemple, ou l'épithélium respiratoire humain dans les cellules ciliées et alvéolaires, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est très intéressant parce que ça, c'est de la profondeur des voies respiratoires, montre essentiellement des résidus qui sont liés dans une liaison alpha 2,3. Donc ça définit la clé de la liaison du virus à l'arbre respiratoire des oiseaux et au bas appareil respiratoire de l'homme. Par contre, dans le haut appareil respiratoire de l'homme, on a des liaisons 2,6, alpha 2,6, et c'est là, au fond, auquel le virus qui se disperse chaque année dans la population est adapté, et c'est ce récepteur-là qui va être reconnu. On reviendra plus tard sur ce que peut signifier l'autre récepteur. Les porcs ont tous les récepteurs possibles et imaginables, ce qui explique en fait qu'ils soient à la fois d'ailleurs au niveau respiratoire, au niveau digestif, ce qui explique en fait qu'ils soient un peu l'animal réservoir, l'espèce de fermenteur dans lequel va se faire toute la cuisine d'échange et de réassortiment génétique dans la mesure où les animaux vont être éventuellement infectés, parfois en portage asymptomatique d'ailleurs, par différents types de virus. Et donc les réassortiments vont être d'autant favorisés. Alors, je vous ai parlé plusieurs fois de cette hémagglutinine, bien entendu. Cette hémagglutinine, elle est essentielle parce qu'encore une fois, elle permet la liaison du virus à son récepteur cellulaire, donc ces glycoprotéines ou glycolipides riches
en acide sialique à leur extrémité. Donc la première chose qui va se passer, c'est que le domaine globulaire de l'hémagglutinine va venir se lier à la membrane cellulaire par l'intermédiaire de ce récepteur. Et cette liaison va faire que la structure que je vous ai montrée initialement, statique de l'hémagglutinine, va devenir dynamique, va s'ouvrir et vont se libérer des structures avec ces acides aminés basiques en particulier qui vont avoir la possibilité de s'associer à la membrane de la cellule et l'ensemble va peu à peu, sur le plan de la dynamique, se restructurer de manière à rapprocher les deux membranes cellulaires qui vont finir par se fusionner. C'est ce qu'on appelle des protéines fusogènes. C'est un scientifique anglais de Mill Hill, du MRC, qui s'appelle John Skehill, qui, dans les années 1980, très tôt, a à la fois défini la structure et la fonction de l'hémagglutinine du virus de la grippe. Et cette hémagglutinine est restée depuis un des modèles dans la compréhension des processus de fusion qui sont assez fréquents dans le monde de la virologie, puisqu'il faut que les virus fusionnent aux membranes de manière à intégrer leur matériel génétique à l'intérieur des cellules, cytoplasme, voire éventuellement dans le noyau. Donc on a un système extrêmement complexe, tout à fait passionnant, de formation d'un complexe fusogène par l'intermédiaire de l'hémagglutinine, tout ça étant dessiné ici. Alors, une fois que le virus est associé à la membrane cellulaire, il est loin d'avoir fait le plus difficile. Le plus compliqué est à venir. Donc la prochaine étape, au fond, il est maintenant inséré à l'intérieur d'un endosome. Là, il ne peut rien faire. Il faut qu'il sorte de ce piège endosomal. La sortie de ce piège endosomal, elle va être justement liée à l'effet suivant. C'est-à-dire que vous savez que naturellement, les endosomes, au fur et à mesure de leur maturation, vont s'acidifier. Et donc, c'est cette acidification qui va entraîner le changement conformationnel de l'hémagglutinine. Et donc, la fusion entre la membrane virale et la membrane de l'endosome. Ce n'est pas à la surface cellulaire que ça se fait. Il faut vraiment passer par l'étape endosome. Et c'est grâce à cela que le virus va pouvoir libérer l'ensemble de ces 8 segments, c'est-à-dire l'ensemble de son génome à l'intérieur du cytosol, puis ce génome va passer à l'intérieur du noyau et l'ensemble du processus va pouvoir démarrer. Le processus, c'est quoi? C'est de transcrire les brins d'ARN messager que va émettre ce virus, et ces brins vont être, encore une fois, traduits dans le cytoplasme en présence des ribosomes de la cellule hôte et générer au fond les protéines qui vont permettre de reconstruire le virus, ce qu'on appelle la replication. Et bien entendu, il y a un deuxième phénomène qui est couplé, c'est la replication du génome, c'est-à-dire qu'on va dupliquer, tripliquer, repliquer ces 8 segments qui vont ensuite sortir du noyau et qui vont aller s'associer avec le processus d'assemblage du virus à la surface de la cellule que vous voyez en rouge ici. On a tout d'abord l'hémagglutinine, la neuraminidase qui vont aller s'insérer dans des membranes qui sont délivrées à la surface, qui vont former le site initial d'attraction de l'ensemble du matériel viral, qui vont définir là où le virus va sortir. La particule en train de se former va se charger bien entendu des acides nucléiques et des protéines de structure, de matrice et autres qui ont été formées. Et le virus, dans cet état-là, théoriquement, ne peut pas sortir. Il est incapable de s'exciser du système et c'est la neuraminidase qui va cliver justement ces acides sialiques et qui va permettre la libération. Donc la fonction de la neuraminidase se fait plutôt à la sortie, elle a aussi des fonctions autres dans la physiopathologie, mais au-delà du virus lui-même, mais va servir dans la fonction de sortie. Et donc on a de facto, sans en reparler ultérieurement autant que ça, des cibles ici par exemple pour des médicaments, et un certain nombre de médicaments vont bloquer l'entrée du virus, d'autres vont bloquer l'acidification de l'endosome, donc vont empêcher la fusion et la sortie dans le cytosol cellulaire.
et d'autres, vous connaissez le Tamiflu par exemple, bloquent la neuraminidase et vont empêcher le virus de se détacher. Donc on est là dans des systèmes qui ont une certaine logique par rapport au développement des molécules antivirales dont vous avez sûrement entendu parler. Alors, le système de replication du génome viral est un système relativement complexe. Il est dessiné ici, en fait, vous avez un complexe de 3 protéines qui sont les protéines basiques 1 et 2 et cette protéine acide ici, ou acidique, en anglais en tout cas, qui vont former le système de polymérase, c'est-à-dire qui vont assister et réguler la transcription et qui vont assurer aussi la replication de ce génome viral, l'ensemble étant structuré en fait autour de cette boule verte là, qui correspond à ce qu'on appelle une nucléoprotéine. Donc on a une espèce de système qui correspond en fait à chacun des segments du génome viral, donc chacun se repliquant de façon autonome. Et bien entendu, il faut un système de sortie, en particulier pour les génomes repliqués du noyau, et cette sortie est assurée par cette protéine NS2. Donc avec un système finalement relativement simple et un certain degré de combinatoire, on commence à voir un petit peu mieux la biologie du virus, en sachant qu'on a déjà vu au fond un certain nombre d'éléments qui vont être source de variations, bien entendu, et qui vont être éventuellement des éléments moteurs dans les modifications du virus et éventuellement en phase pandémique dans l'aggravation des situations. Alors pour rester toujours dans la situation clinique, disons, ça c'est un épithélium bronchique normal, humain. Vous voyez les cils, hein, les cellules sont munies, beaucoup d'entre elles, pas toutes à la surface de la trachée des bronches, mais beaucoup d'entre elles de ces structures ciliées qui vont battre. C'est vraiment des systèmes de cils battants qui sont coordonnés, qui battent tous dans la même direction, c'est-à-dire du bas vers le haut, et qui permettent à tout ce qui est mucus, sécrétion, d'être renvoyés vers le haut de l'appareil respiratoire, et les microbes qui pourraient éventuellement être infectieux sont renvoyés avec. C'est ce que j'appelle généralement une stérilité dynamique, c'est-à-dire qu'au fond, il y a des microbes, mais ils sont en permanence évacués. C'est un peu comme un système de tapis roulant. Et ça, c'est un épithélium après infection par le virus viral. Vous voyez que les cils ont quasiment totalement disparu, et donc toute cette machinerie de protection mécanique du système respiratoire est totalement altérée, et on peut imaginer bien entendu les conséquences que ça peut avoir, et on en a déjà parlé. Alors, dans les formes graves de la grippe, il y a au fond deux situations. Il y a une situation qu'on retrouve relativement prévalente dans les situations pandémiques, c'est la situation où c'est le virus lui-même qui est tellement virulent qui va de lui-même entraîner une bronchoalvéolite dramatique et éventuellement, du fait de la réaction inflammatoire qui s'ensuit, la mort de l'individu infecté. On parle là, bien entendu, de formes extrêmes. Donc ces bronchoalvéolites peuvent amener ce qu'on appelle la RDS, c'est-à-dire ces syndromes aigus de défaillance respiratoire qui vont éventuellement, encore une fois, être létaux. Mais sinon, dans la grippe saisonnière, lorsque les choses tournent mal, si l'on peut dire, on se trouve en règle générale plutôt avec des formes où la gravité vient de la surinfection. C'est-à-dire que là, il y a une maladie virale initiale, il y a cette altération de l'épithélium respiratoire, cette fragilisation, il y a éventuellement aussi la mise en place de cytokines anti-inflammatoires qui vont au fond favoriser le développement d'un pathogène bactérien. Et donc on va à ce moment-là avoir des complications qui sont plutôt d'ordre de nature surinfection avec des bactéries comme Streptococcus pneumoniae, bien entendu le pneumocoque, Haemophilus influenzae ou Staphylocoque et éventuellement quelques autres. Donc vous voyez que la maladie virale elle-même, en tout cas dans certaines circonstances, en particulier pandémiques, peut avoir un effet direct, éventuellement gravissime, sur l'appareil respiratoire. En routine, si je puis dire, dans les formes saisonnières, on est plutôt dans une forme où la gravité va venir surtout de la surinfection.
Alors il y a une réponse immunitaire, bien entendu, à l'infection par la grippe. Elle est à la fois humorale, c'est d'ailleurs celle que le vaccin va stimuler avec des anticorps neutralisants, mais encore une fois, j'insiste sur la fragilité de cette reconnaissance dans la mesure où quelques mutations peuvent la perdre et en tout cas empêcher l'infection au fond de produire une immunité naturelle. Et puis on a une réponse cellulaire qui va passer bien entendu par les cellules dendritiques, il n'y a pas de stratégie particulière et différente, et qui va en fait induire deux types de réponses, ce qui est souvent le cas d'ailleurs dans les infections virales. Une qui consiste à la production de lymphocytes T cytotoxiques dont le rôle va être de détruire les cellules infectées par le virus, et l'autre des cellules CD4 auxiliaires, helper, qui vont en fait booster la réponse B et la protection par les anticorps, donc l'immunité humorale. Donc il n'y a rien de très particulier en dehors du fait que dans le cours de cette finalement réponse immunitaire sont produites des cytokines, en particulier d'IL-10, qui encore une fois ont un rôle anti-inflammatoire et peuvent éventuellement faciliter les surinfections, même si elles ont un rôle positif pour la résorption de l'infection virale elle-même. Alors ça, c'est simplement pour insister sur le fait que la surinfection bactérienne est un des éléments importants à prendre en considération au cours de la grippe. En termes de vaccination, d'ailleurs, ça veut dire que surtout chez les personnes fragiles et exposées, en particulier les personnes âgées, il paraît à peu près logique de vacciner à la fois contre la grippe et contre le pneumocoque, qui est le pathogène le plus important, en tout cas dans ces tranches d'âge-là. Et il y a des études qui ont été faites, d'ailleurs celle-là au moment de la grippe H1N1 dérive peut-être un tout petit peu, mais qui montrent à quel point, dans des situations de crise, les surinfections bactériennes peuvent jouer un rôle extrêmement important dans la morbidité grave et dans la mortalité liée à la grippe. Donc, les travaux immunologiques actuels, il y a beaucoup d'immunologie qui se fait à l'heure actuelle sur la grippe et la compréhension des réponses à la grippe. Il y a un rôle pour les toll-like récepteurs, en particulier TOL7 qui reconnaît les brins d'ARN, simples brins, ce qui est le cas du virus de la grippe. Il y a des infections, il y a eu un très joli travail il y a quelques années maintenant de Mustapha Sitar, quand il travaillait encore à l'Institut Pasteur, sur le rôle de TLR3. Et ce rôle, en fait, entraînait une facilitation, un mécanisme tolérogène qui facilite les surinfections microbiennes. L'IL-10, j'en ai déjà parlé. Donc il y a tout un profil cytokinique qui se présente à l'heure actuelle et qui montre une extrême sensibilité de l'animal ou de l'homme infecté par le virus de la grippe à des surinfections bactériennes. Je réinsiste là-dessus parce que ce sont des données qui sont à la fois épidémiologiques et puis en même temps très soutenues par les données, disons, fondamentales d'analyse immunologique. Donc on a parlé là globalement en termes génériques de la grippe, éventuellement de sa physiopathologie et des réponses immunitaires. On est resté un peu dans le concept de la grippe saisonnière, même si j'ai par moments fait des allusions à ces réassortiments et à ces épisodes donc de pandémie. Donc la deuxième partie de ma présentation, ça va être là-dessus. Ça va être sur ces mécanismes à l'origine des pandémies grippales et au fond de ces grandes émergences grippales. Et là, on est tout à fait, si on arrive à comprendre un petit peu les mécanismes, dans le thème des leçons de cette année. Comme ça arrive souvent, ces émergences initialement en Asie, je me suis permis l'allusion au yin et au yang, et vous verrez, quand les choses progressent, les raisons éventuelles de cette métaphore. Alors, on a vécu probablement, mais sur le plan du rapport médical de ces événements, on ne peut que reculer jusqu'au milieu, fin du XIXe siècle. On vit donc sur ce régime de grippe saisonnière, avec en surimpression, de façon régulière, mais distante d'un événement à l'autre, de pandémies grippales
liée à l'apparition, encore une fois, d'un virus totalement nouveau qui sort un petit peu du néant, si l'on peut dire, encore qu'on arrive le plus souvent à comprendre maintenant ce qui s'est passé. Donc il y a eu cette grande épidémie Asie et Russie à la fin du XIXe siècle, 1889-1890, probablement environ 1 million de décès. Ce qui, dans le bruit de fond des maladies infectieuses de l'époque, est presque du détail, mais néanmoins, à l'échelle de la planète, ça représentait un certain nombre de décès et un taux de mortalité qui est de l'ordre d'environ 0,15%, donc relativement faible. On ne sait pas très bien, on hésite entre H3N8 et H2N2. Les personnes qui ont exploré ces possibilités ne sont pas encore sûres et probablement ça viendra à un moment ou à un autre. Et puis il y a bien entendu l'épisode le plus dramatique, celui qui a le plus marqué les esprits, qui est celui de la grippe dite espagnole de 1918, qui a duré en fait du mois pour l'Europe en tout cas, du mois de septembre-octobre 1918, pour se terminer en fait, il y a eu une première vague, ensuite il y a eu une deuxième vague en avril-mai 1919, et puis la maladie s'est éteinte en 1920, mais s'est éteinte après, on dit en règle générale, probablement 40 millions de décès. Là on est quand même à un ordre de grandeur au-dessus du cas précédent. Alors on voit les chiffres s'enfler au fur et à mesure que le temps passe, tout le monde en rajoute un petit peu, 100 millions paraît peut-être un petit peu excessif, mais ça a été tout de même un épisode dramatique. Et puis en 57-58, on a eu la fameuse grippe asiatique. Alors celle-là était liée, la grippe espagnole, on va y revenir de toute façon, à un virus H1N1 qui, alors lui, a priori, sortait un petit peu de nulle part. On va y revenir. À l'époque, de toute façon, on ne connaissait pas encore les virus. Il a fallu attendre l'époque récente pour le caractériser. La grippe asiatique, celle-là, beaucoup d'entre vous en ont sans doute entendu parler, voire l'ont expérimenté. 1957-58, 1 million de décès environ, et vous voyez une mortalité à peu près, un taux de mortalité équivalent à l'épisode de la fin du 19e siècle, avec un virus de sérotype H2N2. Et puis la grippe de Hong Kong en 68-69, même ordre de grandeur, même type de niveau de mortalité, avec un virus H3N2. Et puis on a eu un épisode de grippe russe en 77-78. Apparemment, la mortalité n'a pas été si importante que ça. C'était H1N1 qui circule très régulièrement et qui apparaît aussi en tant que virus pandémique. Et puis, bien entendu, l'épisode de pandémie H1N1 dite porcine de 2009, avec probablement entre 100 000 et 300 000 décès, ce qui est un petit peu au-dessus de la mortalité annuelle liée à la grippe saisonnière à l'échelle de la planète. Donc un taux de mortalité relativement plus faible que les autres pandémies. Et bon, on a parlé de la faible gravité de cette pandémie, on va y revenir tout à l'heure, liée bien entendu elle aussi au virus H1N1. Alors, au fond, c'est quoi le paysage de ces apparitions de pandémies à l'occasion de ces échanges entre les segments du génome de ces virus? On a encore une fois un réservoir viral extrêmement riche dans le monde aviaire, sauvage en particulier. Tous les territoires, j'en aurai une carte tout à l'heure, sont exposés à des contaminations par une infinité, mais un nombre très très important de sérotypes viraux portés à l'état de porteurs sains par les oiseaux sauvages. On est sur des routes migratoires, donc ça nous concerne nous aussi. Et puis, on a de temps à autre, on l'a vu par exemple dans l'épidémie de Hong Kong dans les années 2000, une contamination massive des animaux domestiques, en particulier de la volaille. Et vous avez vu à ce moment-là ces épisodes dramatiques d'abattage à Hong Kong de plusieurs millions de poulets. On est dans ces conditions-là. Et là, souvent, le virus est pathogène
chez ces animaux pour des raisons qu'il ne comprend pas. Probablement, les animaux sauvages ont une espèce d'état d'immunité installé et puis des récepteurs peut-être un petit peu différents, alors que les animaux domestiques y sont très sensibles. Alors là, on est à un point d'embranchement qui est très très important parce qu'on va reparler de la grippe aviaire et de la transmissibilité humaine. On peut avoir des passages directement de cet animal infecté à l'homme, avec éventuellement un caractère tout à fait dramatique. On reparlera tout de suite après de l'épisode H5N1. Mais ce qui va se passer le plus souvent, c'est que ces virus vont terminer, si on peut dire, chez le porc, et c'est là que va se faire ce mélange entre le virus aviaire, directement d'origine aviaire, et le virus qui a déjà circulé chez l'homme, et c'est là que vont se faire ces réassemblages avec une ressortie possible, d'où par exemple cette grippe porcine dont on a parlé tout à l'heure pour H1N1, qui en est sans doute un exemple caractéristique. Alors, on est là dans un problème qui est caractéristique de la grippe, mais qui porte sur beaucoup de virus qui évoluent en termes en fait, de portage animal ou de zoonose, d'épizootie, qui est rien ne va se passer si ce virus ne peut pas passer la barrière, cette barrière d'espèce, cette fameuse barrière d'espèce, entre le réservoir animal dans lequel il est concentré et, pour ce qui nous concerne en tout cas, l'homme. Et en fond, cette barrière d'espèce, elle a, au-delà du terme lui-même qui est assez imagé, une vraie réalité cellulaire et moléculaire. C'est-à-dire que si le virus est incapable de passer une des étapes, ce que j'appelle généralement le cahier des charges du saut d'espèce, et ces étapes, on les a déjà vues, c'est l'adhésion aux cellules, si le récepteur n'est pas bon, c'est terminé, c'est l'entrée dans les cellules, si les systèmes d'interaction de protéines fusogènes ne fonctionnent pas, le virus va mourir dans cette vacuole, d'endocytose, et l'infection va s'arrêter là, avorter. Si les systèmes de replication ne sont pas fonctionnels dans ce modèle cellulaire, tout va s'arrêter, et ainsi de suite. Si le clivage, parce que la neuraminidase n'est pas adaptée exactement, le virus ne va pas être libéré. Donc on a tout un cahier des charges qui fait qu'un virus qui, entre guillemets, va passer la barrière d'espèce doit réaliser l'ensemble de ces étapes avec succès. C'est comme un examen, des examens successifs, on coche, et de l'autre côté, effectivement, il réussit ou il échoue. Et lorsqu'il réussit au niveau cellulaire, bien entendu, les choses vont s'amplifier au niveau des tissus et des organes, voire éventuellement au niveau de la transmissibilité d'un individu à l'autre. Donc vous voyez que le passage d'espèce, ce n'est pas quelque chose non plus de très facile, mais une fois malheureusement que c'est survenu, le virus va avoir en plus la possibilité, du fait de sa replication efficace, de, bien entendu, faire valoir ces erreurs lors de la replication du génome, et donc ces mutations qui vont lui permettre très très rapidement de s'adapter de plus en plus efficacement à ce nouvel hôte, et on va voir éventuellement la virulence augmenter. Tout ça est tout à fait ce qu'on a dit au début, c'est Darwin, la survie sous la pression sélective, et en particulier la pression sélective de ces divers éléments de barrière et, de façon ultime, du système immunitaire. Alors, la grippe espagnole H1N1, 1918-1919, on a dit qu'elle s'était terminée en 1920. C'est des situations, bien entendu, là où elle s'est développée, aux États-Unis, en Europe en particulier, assez dramatiques sur le plan sanitaire. On a parlé donc de 40 millions de décès. On a des doutes encore sur l'origine véritable de ce clone H1N1 responsable de la maladie. C'est à l'évidence un clone d'origine aviaire, mais enfin ça, ce n'est pas franchement une grande surprise. La question étant de savoir si à cette époque-là, il s'est transmis directement de l'oiseau à l'homme, ce qui pourrait expliquer la sévérité de la pandémie, ou s'il est passé éventuellement par une étape, encore une fois, de réassortiment dans le porc qui semble relativement peu probable. On pense à l'heure actuelle, peut-être c'était une transmission directe, mais de toute façon, ça va être extrêmement difficile à ce niveau-là
de le confirmer, disant néanmoins que le virus lui-même a, et j'y reviendrai rapidement, des caractéristiques de virus aviaire, n'étant pas beaucoup passé par un réservoir intermédiaire, ni humain ni porcin. Alors, ce qui a fait le côté dramatique et brutal de cette épidémie, c'est qu'elle a touché non seulement les populations habituellement touchées par la grippe, en particulier la population des personnes âgées, mais elle s'est attaquée aussi à des individus dans les tranches d'âge intermédiaires, et en particulier les jeunes adultes, où il y a eu un pic de mortalité très très important qui, en fait, dans la grippe saisonnière, par exemple, n'existe pas. Et on va revenir là-dessus, bien entendu, parce que c'est un point important. Alors, il y a eu des années, des décades de recherche en fait, du virus H1N1, de cette pandémie grippale de 1918, qui n'ont malheureusement pas été couronnées de succès parce qu'on ne pouvait pas, au fond, faire de culture primaire à partir de tout ce qui a été utilisé, ou dans lequel on a recherché le virus. Ça allait de pièces anatomiques de soldats américains morts de la grippe dans les camps d'entraînement qui étaient stockés à l'Institut de pathologie à Washington, jusqu'à aller en fait exhumer des cadavres du permafrost dans l'Alaska. Mais personne n'a réussi à faire effectivement un isolement primaire de ce virus. Le virus ne pouvait pas repartir, entre guillemets. Par contre, ce qui a été fait en 2005, et c'est donné lieu, bien entendu, à un papier extrêmement cité dans Science, c'était probablement un des premiers exemples de biologie de synthèse. Ça a été de reconstruire le virus H1N1, et ça s'est fait à partir de prélèvements, d'ailleurs, à l'origine, ce que je venais de vous mentionner, c'est-à-dire que ça a été un mélange en particulier d'une femme qui était décédée en Alaska, qui était emprisonnée dans le permafrost, donc avec une bonne conservation des tissus, et puis ces pièces anatomiques qui étaient conservées à l'Institut de pathologie de Washington. Ce qui était extraordinaire d'ailleurs, c'est que cette femme dont on avait déterré le corps faisait partie de ces petites zones, ces missions ou ces petits villages dans les territoires du nord de l'Alaska, où la mortalité par la grippe H1N1 avait été terrible, puisqu'on on a parlé très longtemps des orphelins, c'est-à-dire que quand les équipes sont arrivées pour voir la situation dans ces villages, généralement ils ont croisé sur leur route des enfants seuls, orphelins, parce que tous les adultes étaient morts. Et ça insiste beaucoup sur cette période particulière de la maladie où tous y compris les jeunes adultes, étaient très sensibles. Donc c'est un de ces corps qui a été exhumé qu'on a sorti le matériel. Et donc le virus a été resynthétisé littéralement en séquençant des fragments différents, en les réassemblant en contigs et en refaisant totalement la structure. Et donc on s'est retrouvés, les auteurs qui ont fait ça, en particulier c'était le groupe de Peter Palese à New York, au Mount Sinai, et un de mes collègues et amis d'ailleurs qui s'appelle Adolfo Garcia Sastre. Donc c'était un peu un événement dans le monde médical de faire un peu cette archéovirologie, mais en même temps d'arriver à revenir avec un virus vivant. Et donc ce virus vivant, il a été rapidement resynthétisé aussi par d'autres, en particulier par le groupe de Kawaoka aux États-Unis, Japon, mais ça a été fait à l'université du Wisconsin, où ils ont commencé à utiliser ces virus pour voir si effectivement ce virus était plus méchant que les virus H1N1 qui circulent depuis dans la population et sont cause de grippe saisonnière. Et effectivement, ce virus, lorsqu'il a été administré à des macaques, des singes cynomolgus, montrait des virémies très très importantes et une mortalité importante de ces macaques par rapport à un virus H1N1 témoin, qui est le virus de labo de référence du groupe de Kawaoka qui s'appelle K173, qui est en fait encore une fois un de ces virus qui circulent régulièrement et responsable de la grippe saisonnière. Donc il y avait deux caractéristiques de ce virus.
Trois en fait, mais deux sont liés. La première, c'est des virémies très très élevées, et la deuxième, c'est ce qu'on a les anglo-saxons appellent le cytokine storm, c'est-à-dire le fait que ce virus entraîne une production de cytokines, et en particulier une production de cytokines pro-inflammatoires comme l'IL-6, dosée dans le sérum, mais éventuellement dans les sécrétions respiratoires, à un niveau beaucoup plus élevé lorsqu'il s'agissait de ce virus que le virus de référence K173. Et tout ça se traduisait bien entendu dans le poumon de ces singes par des lésions inflammatoires massives, en fait un collapsus des alvéoles et un infiltrat inflammatoire global qui correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce syndrome aigu de défaillance respiratoire qui probablement expliquait le fait que les personnes dans cette période-là mouraient en fait dans les premiers jours de l'infection du fait de cette bronchoalvéolite massive et n'avaient même pas besoin, entre guillemets, d'attendre la surinfection à pneumocoque pour que les choses se gâtent. Donc une virulence particulièrement exceptionnelle de ce virus. Et donc la question c'est au fond quelle était l'étape du cycle viral qui faisait que ce virus pandémique pouvait être aussi virulent. Et ce qui a été montré, c'est que beaucoup de ça résidait au niveau de l'hémagglutinine. En particulier, l'hémagglutinine avait une structure typique d'hémagglutinine de souche aviaire, mais qui s'était réadaptée par mutation, ce qui lui permettait de s'adapter aux récepteurs humains. Et puis un certain nombre d'autres petites modifications, en particulier dans la rapidité et l'efficacité justement de cette ouverture de la structure et de la formation du complexe fusogène qui permettait probablement au virus très très rapidement d'accéder dans les cellules et d'entraîner le démarrage de sa replication. Et puis un autre travail a été fait par le groupe de Kawaoka qui a consisté en fait à faire au laboratoire des réassemblages, des réassortiments de ces fragments viraux, de façon à avoir au fond des virus qui avaient les mêmes fragments originaux dans des cellules, une souche virale réceptrice qui était cette K173 là, dont on a parlé pour les singes, mais où un des segments était remplacé. Donc 1 sur 8 à chaque fois venait de la souche H1N1 de 1918. Et en fait, ce qu'a montré Kawaoka dans ce travail, c'est qu'une partie de l'efficacité du virus, qui expliquait probablement sa replication très rapide, était des modifications qui correspondaient en fait à ce complexe de replication dont on a parlé tout à l'heure, et en particulier des mutations ponctuelles, cette fois-ci, mais qui avaient ensuite été sélectionnées et donc utilisées dans ce processus probablement de réassemblage, de réassortiment dans ces protéines PBP2, PBP1 et la protéine acidique. Je vous rappelle que les trois forment le complexe de replication du virus. Donc un travail moléculaire qui permet au fond à l'arrivée, y compris par l'intermédiaire de modèles expérimentaux chez le singe, d'expliquer probablement l'extrême virulence de ce virus, en tout cas ces taux extrêmement élevés de virémie, et probablement par le fait de la gravité de l'infection, de l'inflammation. Alors il y avait néanmoins, et ça c'est des travaux épidémiologiques assez exceptionnels qui ont été faits dans les camps d'entraînement aux États-Unis en 1918, en plein milieu du pic de l'épidémie, où on voyait néanmoins apparaître très clairement cette notion de surinfection aussi. En fait, le décès pouvait survenir à la fois de la bronchoalvéolite aiguë, mais aussi de surinfection pulmonaire à pneumocoque, à staphylocoque, à Haemophilus influenzae. Et on voyait bien dans ces statistiques épidémiologiques cette espèce de délai de petites semaines entre le pic de la maladie et cette réinfection, cette formation du V grippal en fait lié à la surinfection bactérienne. Donc voilà en gros
ce qu'on savait et ce qu'on a commencé à savoir au fur et à mesure, on savait pas mal de la gravité de la maladie, maintenant ça prend du sens pour ce qui concerne la grippe espagnole. Et puis on a vu apparaître donc ces autres pandémies, à chaque fois éventuellement effectivement par réassortiment. On a vu par exemple que dans l'épidémie de grippe asiatique, c'était un virus H2N2 qui était en fait était né de réassortiment entre un H1N1 qui ressemblait très très fort encore au virus H1N1 de la pandémie grippale de 1918, mais auquel s'était associé un réassortiment à partir d'un virus aviaire ici H2N2, ce qui fait qu'en fait le segment qui portait ou qui porte l'hémagglutinine et la neuramididase avait été complètement changé, et du coup l'identité sérotypique du virus avait changé. Donc ça, c'était cette pandémie de grippe asiatique des années 50. Et pour Hong Kong, on est encore sous ce même régime, c'est-à-dire d'un virus H2N2 qui est en gros pas très loin du précédent et qui donc continue à garder un patrimoine génétique qui correspond à la souche de la pandémie de 1918, mais qui maintenant s'est réassorti avec un virus avec une hémagglutinine H3 d'origine aviaire qui a bien entendu donné lieu à ce sérotype réassemblé ici, donc responsable, H3N2 responsable de cet épisode de pandémie parti à partir de Hong Kong. Alors, dans la fin du siècle, en fait, on commençait à se poser des questions, ayant vu tous ces mécanismes extrêmement complexes, au fond, et cette espèce de rythme de survenue des pandémies par rapport à la forme saisonnière. Qu'est-ce qui va nous arriver? Quelle est la prochaine étape? Et donc, les gens se perdaient un petit peu en conjecture. Alors, il y avait deux hypothèses. La première, c'est qu'on allait finir un jour ou l'autre par avoir clairement un passage direct de l'oiseau, des oiseaux sauvages à l'homme. Et ça, c'est H5N1, et on va en reparler rapidement. Et puis, on pensait qu'éventuellement, on pourrait avoir, sur un mode un petit peu plus classique, un réassortiment et avoir de nouveau une pandémie dramatique comme 1918. Alors ça, c'était la réflexion. Et c'est ce qui plaît bien finalement dans le domaine des maladies infectieuses, c'est que ce qui va arriver n'est jamais ou rarement ce qu'on a véritablement anticipé. Alors Charles Nicholl n'aurait pas été surpris sans doute. Malgré tout, peut-être sur le plus long terme, on va finir par voir très précisément malheureusement ce que je vous mentionnais là. Donc parlons un petit peu de ces formes de grippe aviaire et de la possibilité de transmission éventuellement directe de l'oiseau à l'homme. On est éventuellement menacé. J'ai trouvé cette diapo qui montre un peu les routes de migration des oiseaux nord-sud. La France, vous le voyez, est sous un régime, et on le sait à l'heure actuelle avec la crise de grippe aviaire dans le sud-ouest, sous un régime d'exposition à des infections par ces virus qui sont transportés par les animaux sauvages et qui vont se développer chez les animaux domestiques, que ce soit les poules, les canards ou les oies. Alors, la question c'était donc la prochaine pandémie, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être la grippe aviaire? En fait, on a vu des émergences tout à fait inattendues, c'est-à-dire qu'on a vu une grippe aviaire H1N1 qui n'a pas réussi à passer au stade ou au statut de pandémie. Je l'ai mis, elle a flirté avec la barrière d'espèces, mais elle n'a pas réussi à conclure, si l'on peut dire. Et puis la grippe porcine H1N1, sur laquelle on va revenir, qui est, alors je l'ai mis entre guillemets, la première pandémie bénigne, parce qu'il faut bien voir que dans cette notion de pandémie, on associe systématiquement, ce n'est pas uniquement de la sémantique, c'est aussi de l'histoire, c'est imprimé dans nos mémoires collectives, le caractère dramatique de la grippe espagnole et éventuellement même des grippes asiatiques et de Hong Kong. Donc on n'avait pas jusqu'à présent le concept qu'une pandémie puisse éventuellement ne pas être un accident absolument catastrophique. Donc ce qu'on a vu au fil des années, à partir des années, fin des années 80, début des années 90, c'est tout doucement se construire une carte à l'échelle de la planète d'événements
de transmission de virus du milieu aviaire sauvage, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la volaille, et le plus souvent indirectement, parce que souvent l'infection se faisait justement soit par contact avec le cadavre d'un oiseau sauvage mort, soit contact avec une poule ou une volaille domestique qui avait été contaminée au contact de ces oiseaux sauvages ou par les déjections de ces animaux sauvages. Donc on a vu apparaître sur la carte du monde des spots d'apparition de ces cas de grippe aviaire humaine, qui étaient en règle générale des cas extrêmement sévères, avec un taux de mortalité relativement important. Dans l'ensemble, ça va représenter, jusqu'à maintenant, il y a eu une statistique globale qui est d'ailleurs dans cet article ici, entre 1997 et 2015, il y a eu environ 900 à 1000 cas, dont un bon 60% de décès. Donc des situations qui sont tout à fait dramatiques, marquées à la fois par un tableau clinique respiratoire et souvent diarrhéique, avec parfois une encéphalite. Donc l'impression que ce n'était pas très bon pour la santé d'être en contact directement avec ce type de virus. C'était le cas en particulier, bien entendu, à cette époque de H5N1, mais l'impression aussi qu'on n'était pas au bout du cahier des charges de la pandémie, qui restait encore pas mal d'étapes à franchir, de manière à ce que, éventuellement, et heureusement ce n'est pas arrivé, la maladie le virus finisse son travail de passage de la barrière d'espèce. Donc, ce qui est là vous a déjà été dit sous une forme ou sous une autre. Donc, ces souches H5N1 et d'autres sérotypes qui sont un petit peu équivalents et en attente, je dirais, entre guillemets, à l'heure actuelle, ne sont pas pathogènes chez les animaux sauvages. Ils ont une pathogénicité assez limitée. Par contre, ils le sont très volontiers chez les poulets. Et l'épisode des années 2000 à Hong Kong avait bien montré qu'il y avait à la fois des animaux malades, morts éventuellement, et des individus qui, à leur contact, s'infectaient et pouvaient développer une forme de grippe tout à fait dramatique. Donc on est dans une situation, dans un régime ici d'événements rares qui sont assez bien cadrés sur le plan épidémiologique, mais qui ont des conséquences assez dramatiques en règle générale, même si, heureusement, l'ensemble du processus n'est pas conclu. Et on peut, au fond, s'assurer maintenant avec les outils génétiques et moléculaires de comprendre un petit peu mieux les choses. Il y a des travaux qui ont été faits en particulier sur le réservoir animal, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ce virus était devenu relativement dramatiquement grave chez la volaille lorsqu'ils étaient contaminés par des animaux sauvages, et un certain nombre de mutations ont été identifiées qui ont permis de mieux comprendre, une fois de plus, dans l'hémagglutinine, dans la neuraminidase. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein, c'est les éléments du virus qui portent sur ces modifications. Alors, ce qui est intéressant tout de même, sur le plan de la physiopathologie, c'est que la grippe, ça reste souvent une maladie du haut appareil respiratoire, avec éventuellement une pneumopathie, mais on a vu que souvent c'était plutôt la surinfection qui allait donner lieu à l'élément de gravité. Par contre, ces infections H5N1 sont un petit peu particulières parce qu'elles se développent essentiellement au niveau du bas appareil respiratoire. Et c'est ça qui en fait la gravité et la survenue de ces syndromes inflammatoires massifs. C'est la grippe de 1918, c'est éventuellement ces épisodes ponctuels mais dramatiques de H5N1. C'est qu'au fond, le tropisme du virus est différent chez l'homme lorsqu'on parle d'H5N1 ou lorsqu'on parle d'une souche saisonnière classique type H1N1, non souche pandémique bien entendu. Et pour simplifier les choses, et j'en ai déjà parlé un tout petit peu, tout va se jouer en fait sur la nature et la localisation des récepteurs. Si je vous ai parlé des récepteurs en alpha-2,6 de l'acide sialique, ces récepteurs sont situés chez l'homme essentiellement dans le haut appareil respiratoire. Par contre, les récepteurs A, donc ça c'est pour les souches humaines en fait, les récepteurs qui seraient éventuellement sensibles aux souches aviaires sont plutôt exprimés, mais à faible niveau, au niveau du bas appareil respiratoire, dans les bronches et dans les alvéoles, et éventuellement dans l'appareil digestif.
Et tout de suite, même si je simplifie un tout petit peu les choses, on redessine un petit peu la pathologie. On a la grippe saisonnière avec ses formes hautes, en règle générale relativement bénignes, et on a ces épisodes pandémiques, en particulier de grippe aviaire avec passage direct, qui vont donner lieu à ce qu'on a vu là, c'est-à-dire une infection qui touche là où le récepteur est essentiellement exprimé, c'est-à-dire pour ce qui concerne la survie du patient, le bas appareil respiratoire. Et donc tout ça se structure autour de modifications, bien entendu, par mutation de l'hémagglutinine. Alors, pour arriver vers la fin de cette présentation, il y a quelque chose qu'essayent de faire certains scientifiques maintenant, et peut-être dans la discussion on pourra en reparler. Il y a un papier qui a été publié en 2012 par le groupe de Ron Fouchier en Hollande, qui est un grand expert avec Albert Osterhaus, c'est le même groupe de toutes ces grippes en fait, au pluriel, où ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un virus H5N1, typique de ces infections dramatiques, et ils ont essayé de l'adapter à un mammifère. Vous savez que le furet est le seul, en gros, animal vraiment, si on ne va pas vers les singes et vers les primates, le seul animal de taille utilisable facilement dans un laboratoire qui développe la grippe. La souris fait une réponse immunitaire, mais il faut vraiment l'aider pour développer des symptômes. Donc le furet fait une maladie naturelle. Et donc ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de passer plusieurs fois le virus de furet à furet, de manière à essayer de sélectionner, grâce aux mutations qui naturellement surviennent, une forme qui infecterait naturellement et se transmettrait naturellement au furet, donc de mammifère à mammifère. Et donc ils ont effectivement retrouvé un certain nombre de mutations à la fois dans l'hémagglutinine et dans l'appareil de replication virale qui correspondaient au fait à ce qu'on savait déjà un petit peu par l'observation des souches qui étaient passées chez l'homme, mais néanmoins ça donnait une étape supplémentaire tout de même de compréhension véritablement de la transmissibilité et peut-être de ce qui manquait à ces souches dans leur calendrier d'évolution, si on peut dire, pour finir de passer la barrière d'espèce. Alors ces travaux étaient certes extrêmement intéressants et permettaient véritablement de retrouver les mutations qu'on retrouvait d'ailleurs naturellement, mais pas toujours associées les unes les autres, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une convergence de plusieurs mutations pour que l'optimisation du système puisse se faire. Et ces travaux ont donné lieu, certes, à un intérêt de la communauté scientifique, mais ont surtout donné lieu et déclenché, ou en fait redéclenché un vieux débat qui avait commencé en 1975 avec la réunion à Asilomar aux États-Unis, lorsqu'on a commencé à utiliser le génie génétique pour modifier des microbes, des bactéries en particulier, où il y avait eu une décision d'un moratoire pendant plusieurs mois sur l'utilisation du génie génétique. On croit rêver de nos jours, mais ça a existé et ça répondait à une vraie angoisse d'une partie de la communauté scientifique. Et là, on s'est développé sous un angle un petit peu différent, ce qu'on appelle maintenant les GOF, c'est-à-dire les gain of function. C'est-à-dire, est-ce qu'on est autorisé en tant que scientifique, même dans des conditions de sécurité maximum, à sélectionner comme ça des virus qui vont, au fond, jusqu'à présent n'ont pas réussi à compléter leur agenda de passage de barrière d'espèces, leur cahier des charges. Est-ce qu'on a le droit d'accélérer le processus et de les amener à cette situation, même, bien entendu, s'il y a un intérêt tout à fait significatif sur le plan de la connaissance. Donc le monde scientifique s'est un petit peu arraché autour de ça. Nous, on a eu des réunions, j'ai eu 2 réunions à la Royal Society à Londres, et il y a vraiment des personnes qui disent au nom de la connaissance et grâce au P4, la sécurité, on peut se permettre de faire ce type d'expérience. Et puis il y a d'autres personnalités, en particulier pas des moindres, comme mon ami Simon Weinhobson à l'Institut Pasteur, qui sont extrêmement remontés contre ces expériences, qui demandent en fait un moratoire sur les expériences de gain of function.
Les avis des académies sont relativement mitigés, un petit peu entre les deux, en disant sous réserve que soient parfaitement respectées les mesures de sécurité, le P4, la destruction des échantillons après coup, et ainsi de suite. Bon. Donc on en est là, avec tout doucement les esprits qui se calment, mais je pense qu'à la première occasion, ça va repartir, parce que pour l'instant, rien n'est véritablement réglé. Et je pense que ça ne peut pas se régler dans la mesure où on est en phase de perception totalement différente de deux groupes de la communauté scientifique. Mais je voulais vous en parler parce que ce sont des sujets sur lesquels on est assez fréquemment interrogé et où il est au fond pas toujours facile de donner une réponse relativement simple, même si à titre personnel j'aurais tendance à être assez conservateur, surtout qu'à l'heure actuelle, avec le séquençage profond, en fait, on peut aller voir directement et identifier la survenue de ces mutations dans le milieu naturel, c'est-à-dire dans les réservoirs animaux, voire dans les vecteurs, quand il y a un vecteur, par exemple un moustique. Donc peut-être ces expériences sont moins importantes ou seront moins importantes à l'avenir qu'elles ne pourraient éventuellement l'être à l'heure actuelle, mais tout ça est un débat un petit peu en suspens. Je terminerai sur la grippe porcine, parce que je pense que vous m'en auriez voulu si je ne vous en avais pas parlé, d'autant que la vision de tout ça est très, je dirais, dramatisée par tout ce qui s'est passé en 2009-2010 en France et ce que les journalistes aiment appeler le fiasco de la politique de l'époque, les milliards, presque milliards, je crois que c'était environ 1 milliard d'euros investis dans des vaccins qui n'ont pas été utilisés et la façon un petit peu militaire dont les choses avaient été mises en place. Donc ça, c'est de la politique et de la santé publique pas toujours très bien comprise. Mais ce que je voulais essayer de décanter un peu en quelques diapos et terminer là-dessus, c'est peut-être que moi-même et beaucoup d'autres d'ailleurs ont perçu à l'époque étant, disons, médecins et microbiologistes de cette situation. Donc l'épidémie A-H1N1 est survenue en 2009. En fait, il faut voir qu'on était à cette époque-là, en particulier avec l'OMS, dans une situation de veille et d'inquiétude, parce qu'on était dans la situation du risque de pandémie liée à H5N1. Et quand on voyait la mortalité liée à ces cas sporadiques, on pouvait s'attendre au pire. On avait bien entendu dans l'esprit la grippe espagnole et ainsi de suite. Donc il y avait eu un vrai travail de fond organisé par l'OMS, mais par les gouvernements nationaux aussi, sur l'état de préparation à une pandémie, le stockage d'antiviraux, la réflexion sur des vaccins à développer en urgence. Donc on était prêt. Et au fond, ce qui est arrivé, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas exactement ce qu'on attendait. Et ça a un peu désarçonné la communauté des responsables de santé publique qui étaient en charge de ces opérations. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait est sorti en cette année, en début d'année 2009, cette souche H1N1 qui venait du Mexique, qui était manifestement, comme d'habitude, ça s'est confirmé très rapidement, une souche d'origine aviaire, probablement passée par le porc en tant que réservoir, très transitoire, et puis transmis dans la population humaine. Peut-être ça a tourné assez longtemps auparavant dans la population humaine, sans que ça atteigne un seuil critique, on ne sait pas très bien pourquoi. Mais ce qu'on s'est aperçu très rapidement, c'est que ce virus était un ovni. Ça n'avait rien à voir avec le virus H1N1 de 1918, dont on avait les virus successifs pandémiques qui avaient traîné le génome jusqu'on l'a vu à l'épidémie de grippe de Hong Kong. Il sortait véritablement du néant, ce virus. Et donc, n'avait pas de parenté avec la souche H1N1 saisonnière qui circule très régulièrement, pas de parenté, encore une fois, avec la souche H1N1 de la grippe espagnole de 1918. Pas de protection croisée d'ailleurs chez les personnes qui avaient reçu le vaccin H1N1 ou qui étaient infectées par le vaccin H1N1. Donc un virus un petit peu bizarre, un petit peu particulier. Et les premiers, en plus, isolats identifiés en Californie montraient une résistance à la montadine et à la rimantadine, qui sont deux antiviraux qui tapent sur les étapes précoces de l'infection cellulaire. Donc de quoi quand même d'être un petit peu inquiet.
Et donc cette notion de savoir si ce virus avait vraiment établi son cahier des charges et allait passer d'un état d'épidémie évidente à une situation de pandémie. Donc l'épidémie débute en mars-avril 2009, Mexique et sud des États-Unis, sud-ouest des États-Unis. Le 25 avril, ça va vite les choses, hein, les choses allaient relativement vite en termes de transmission. Il y a la déclaration de la directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, à l'époque, de l'épidémie officiellement reconnue de grippe AH1N1 et reconnue comme une urgence de santé publique de niveau international. Très rapidement, des isolats sont collectés, bien entendu, en particulier par le CDC aux États-Unis. Et il va se passer une action assez formidable, c'est-à-dire qu'en quelques jours, en quelques semaines, le virus, ces 50 isolats viraux vont être séquencés et on va voir immédiatement la carte d'identité de ce virus H1N1. Pendant ce temps-là, les choses s'accélèrent. L'OMS élève l'alerte jusqu'au niveau 5, qui est l'avant-dernier degré, dans la mesure où on commence à voir des pays concernés par ailleurs. Donc on a vraiment l'impression qu'on est sur la route d'une pandémie. Et là, je vous ai mis juste pour mémoire ces différentes étapes d'alerte avec la 5e qui est la transmission interhumaine soutenue. C'est en fait l'état pandémique. Donc l'OMS progresse étape par étape en fonction de la situation épidémiologique à un moment donné. Donc sort très rapidement au mois de mai dans Science ce très joli papier, en fait, qui était un travail collectif États-Unis, Mexique et Royaume-Uni, qui étudie en fait la phylogénèse de ce virus et qui montre en fait que ce virus, en fait jusqu'à présent totalement inconnu, qu'on appelle grippe porcine, parce que l'impression est quand même qu'il vient d'abord et avant tout du porc, même si son génome est clairement un génome d'origine totalement aviaire. Donc il avait circulé probablement dans la population depuis longtemps, mais on ne l'avait pas noté jusqu'à présent pour des raisons qu'on ignore. Et 6 de ces segments étaient issus de réassortants incluant du matériel génétique originaire de virus humains, aviaires, porcins, donc une espèce de mélange absolument invraisemblable qui traduit encore cette flexibilité de ces virus. Mais aucune marque, c'était peut-être déjà un petit signal à ce moment-là, même s'il n'y a pas toujours de relation, de gravité. Si on ne retrouvait pas ces petites séquences qu'on trouve dispersées dans le génome de ces virus, souvent lorsqu'ils sont susceptibles de donner une infection grave chez l'animal, chez l'oiseau par exemple, ou chez l'homme. Mais néanmoins, les choses suivaient leur cours et vous voyez cette espèce de panoplie par rapport aux animaux dans lesquels sont passés ou ont été capturés les segments de couleurs différentes qui traduit justement cette agglutinat. Donc le 11 juin, l'état de pandémie est déclaré, bien entendu, parce qu'il y a 70 pays qui sont déjà touchés. Et on considère que, et je me souviens très bien à l'époque, l'impression de la gravité de la maladie, parce qu'elle touchait pas mal les enfants, avec des formes graves chez les enfants, elle touchait la femme enceinte, et donc on était dans des situations relativement sensibles où on ne savait pas très bien si au fond on allait avoir une pandémie grave globale ou une pandémie grave centrée éventuellement sur des catégories d'individus particulières. Ceci dit, assez rapidement, on s'est aperçu que la mortalité était quand même moins lourde que dans les épisodes de pandémie précédentes, environ 10 fois moins, voire encore moins que la pandémie de grippe espagnole en 1918. Et au fond, les chiffres récents, il y a eu un papier en 2015 du groupe de Daoud qui a recalculé la mortalité sur l'ensemble de la planète à partir de projections d'un certain nombre de situations types, qui a montré une mortalité entre, disons, 100 000 et 300 000 individus, qui, comme je dis, ou 400 000, comme je disais tout à l'heure, est peu différent de la mortalité de la grippe saisonnière. De là à considérer qu'on était en présence d'une grippette, comme pas mal de nos grandes voix médiatiques ont pu le dire à l'époque, je ne suis pas totalement sûr. Et je pense que quand on fera le bilan complet de l'impact de cette maladie, en y associant non seulement la mortalité
mais la morbidité, ce qu'on appelle, on en a déjà parlé, les DALYs et ainsi de suite, on s'aperçoit que son poids de santé publique aurait été relativement lourd. C'est en tout cas ce que pense Antoine Flouaou, qui est un grand épidémiologiste. Donc, dernier point, au fond, pourquoi tout le monde s'est énervé? Et vous avez presque déjà la réponse. La grippe saisonnière donc, entraîne la mortalité qu'elle entraîne. Chaque année en France, il y a 4 ou 6 000 personnes, en particulier les personnes âgées, qui en décèdent. Là, on était, mais on parle de grippe saisonnière. Là, on était dans une situation de switch caractérisée, puisqu'on avait eu très très rapidement la souche. C'était un exploit d'avoir tout ça très rapidement. Et donc, on était dans une situation virologiquement potentiellement pandémique, et très rapidement, c'est devenu clairement une pandémie, avec cette arrière-pensée que pandémie égale et situation gravissime, donc les choses vont se développer. Et il y avait ces petits marqueurs, ces petits signaux sur la mortalité chez les jeunes et chez les femmes enceintes qui pouvaient le mentionner, et un degré de mortalité relativement important, puisque la maladie s'était étendue aussi en Amérique du Sud, en Argentine par exemple, qui inquiétait considérablement. Donc, au fond, dans les prévisions d'après les grandes pandémies de Hong Kong, de la grippe asiatique, on se retrouve avec deux situations totalement inattendues. Une grippe aviaire H5N1 qui ne s'est pas développée comme on l'avait anticipé éventuellement en grande pandémie dramatique, et une grande pandémie H1N1 avec un vrai switch antigénique qui ne s'est pas développée sous forme d'une pandémie dramatique comme tout le monde l'anticipait au moment où les esprits avaient commencé à se construire autour de la prise en charge de ces infections grippales, qui sont quand même l'étiologie la plus probable de pandémie à l'avenir. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir pour éviter ça, pour essayer de structurer un petit peu mieux la réponse à ce type de situation? C'est au fond extrêmement difficile. C'est facile a posteriori de dire mais on aurait dû faire ceci ou ne pas faire cela. Au fond, un des domaines, peut-être, s'il y a une solution, entre guillemets, à proposer, c'est de développer encore plus ce qui se développe depuis quelques années maintenant, qui est le principe de modélisation. C'est-à-dire de pouvoir fusionner l'épidémiologie avec les mathématiques, la probabilistique, et commencer à dégager au sein de la dynamique de ces infections qui sont en émergence, c'est-à-dire dans les premières étapes, pas en ayant attendu que la pandémie soit installée, des critères de dynamique qu'on va chercher là où est la maladie, qu'on va chercher éventuellement dans d'autres situations, qu'on fait converger. Simon Cauchemez à l'Institut Pasteur fait beaucoup ça maintenant. Nos collègues anglais en particulier sont extrêmement forts dans ces modélisations. Là où nous, on a 2 ou 3 modélisateurs, eux en ont 200, et ces équipes de modélisation qui travaillent en temps réel sur l'évolution des épidémies sont en lien permanent avec les autorités sanitaires. C'est que l'autorité sanitaire sait exactement à tout moment ce qu'il faut faire, avec des réunions régulières et des décisions. Et quand les Anglais ont décidé quelque chose, généralement, ils vont jusqu'au bout, vous le savez. Donc on a aussi une nécessité d'affirmer un petit peu nos principes par rapport à ça, d'autant plus que la France a été promotrice, grâce à Alain-Jacques Valleron par exemple, sur ces systèmes sentinelles mis en place il y a maintenant plusieurs décades de surveillance de l'émergence de la grippe saisonnière. Donc il faut absolument que dans le futur, parmi d'autres choses, on soit capable de mieux anticiper la dynamique de développement des épidémies, et ça passe par une approche considérablement musclée, je dirais, à la fois en personnel et puis en technologie, en particulier informatique et mathématique. Et puis il y a la problématique des antiviraux qui prennent leur place éventuelle dans une telle situation, dans la mesure où les vaccins ne seront pas nécessairement immédiatement disponibles. Là, un vaccin a été mis à disposition assez rapidement, à partir du mois d'octobre-novembre 2009, un vaccin a été proposé. Malheureusement, je dirais, dans une certaine mesure, ça a été une action qui n'a pas porté totalement ses fruits, puisque peu de gens ont été vaccinés. Heureusement, grâce à
la certaine bénignité de la pandémie, les choses n'ont pas été catastrophiques, mais si ça avait été une pandémie grave, le vaccin aurait été le bienvenu dans un délai relativement rapide, facilité par le fait que les industriels savent faire des vaccins anti-grippe, puisqu'ils en font un tous les ans, un de plus ou un de moins, au fond, ça ne fait pas la différence. Maintenant, on est dans une situation où, encore une fois, ces décisions importantes de libération de l'eau, d'antiviraux, de mise en place d'un vaccin, dépendent aussi de l'appréciation réelle de la sévérité de la pandémie et de l'impact qu'elle va avoir sur la santé publique. Donc on revient un peu à la case départ et à la nécessité croissante de globaliser le réseau de surveillance, ça c'est déjà relativement bien fait, mais surtout d'introduire des approches, des technologies qui permettent d'anticiper sur la dynamique à la fois qualitative et quantitative de ces épisodes grippaux et en particulier de ces épisodes de switch dramatiques qui peuvent donner lieu à des pandémies. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'ai essayé de vous donner un certain nombre de clés de cette émergence. Et si vous avez quelques questions, je suis tout à fait prêt à y répondre. Sinon, on va passer au séminaire.